La députée de Chambly, Bordeaux. Hey, merci, Monsieur le Président. Je me suis rapproché un peu de vous depuis qu'on s'est laissé au mois de juin. En fait, justement, merci pour le rappel. Je partage mon temps avec mon collègue de Trois-Rivières. Alors, aujourd'hui, en fait, c'est mon premier discours depuis le retour de l'été et je pense que c'est un sujet très approprié à discuter étant donné le feedback, si vous permettez l'anglicisme, qu'on a eu tout au long de l'été sur cette histoire-là des sénateurs, et pas juste des sénateurs, mais aussi toute la mentalité, les attitudes qui entourent, comment on traite avec l'institution. On a un bel exemple de manque de rigueur et de courage aujourd'hui à la période des questions. Et c'est tous ces problèmes-là qui font que nous, au NPD, et particulièrement aujourd'hui, mon collègue de Toronto, Danforth, ont décidé de mettre de devant cette motion d'opposition qui vise à essayer de commencer tranquillement à régler certains des problèmes. On sait très bien que le NPD propose l'abolition du Sénat, mais on est très conscient que ça va être une tâche qui va nécessiter beaucoup de travail. On ne se le cache pas et je pense que c'est tout à notre honneur, si je me permets de le dire, parce qu'après tout, si on veut vraiment régler les problèmes, que ce soit au Sénat ou ailleurs dans notre société, en politique, il faut avoir un certain courage et être prêt d'entreprendre du travail et c'est ce qu'on souhaite faire avec notre position d'abolir le Sénat. Mais entre-temps, on en regarde des façons pratiques à régler certains des problèmes qui ont survenu, surtout au cours des derniers mois, mais si on regarde l'historique de cette institution, on sont survenus à plusieurs reprises. Et les deux mesures très concrètes que propose mon collègue qui a initié cette motion sont premièrement d'éliminer plutôt la participation aux rencontres de caucus, par exemple, ces instances partisanes auxquelles on participe ici à la Chambre des communes. Et je pense que c'est une mesure importante parce que quand on regarde l'esprit du Sénat au moment que le Sénat a été créé par la Constitution, on parle souvent, j'aime bien l'expression anglaise le Chamber of Sober Second Thought. C'est une place où est-ce que les gens sont censés d'être, semble-t-il, plus meilleurs quasiment intellectuellement parlant que les députés à la Chambre des communes. Ils sont censés de se pencher sur des éléments que des députés avec des possibilités de tomber dans des habitudes populistes, étant donné qu'on est élu aux quelques ans. Ils ne sont pas censés d'avoir ces habitudes-là. Et je pense que quand ils embarquent dans le processus partisan de participer dans des rencontres de caucus, bien, on a beaucoup de difficultés à distinguer entre un sénateur et un député et conséquemment beaucoup de difficultés à distinguer entre les deux chambres. Et par la suite, on se pose la question, bien, pourquoi ça existe en premier lieu? Parce que s'ils vont remplir les mêmes fonctions que la Chambre des communes, mais sans être élus et redevables de la population de la même façon, bien, l'utilité, on se doit de mettre l'utilité en question. Et cela étant dit, je pense qu'en attendant l'abolition, c'est une bonne mesure à mettre en place pour commencer à au moins obliger les sénateurs de faire leur travail, c'est-à-dire d'être législateurs et uniquement législateurs et pas se concentrer sur les aspects peut-être plus partisans dans lesquels nous, députés, participons, étant donné que nous sommes élus, bien sûr, sous la bannière d'un parti politique, il ne faut pas se le cacher. L'autre mesure, bien évidemment, ça concerne le noyau des différents scandales auxquels on a fait face ici, en cette Chambre, notamment au cours des derniers mois, auxquels on a posé des questions à plusieurs reprises, malheureusement, sans avoir de réponse. C'est les questions des dépenses, les dépenses de voyage, les dépenses de résidence secondaire, par exemple. Et dans ce cas-ci, on regarde les dépenses surtout liées aux activités partisanes. On se rend compte que les taux d'absentéisme au Sénat sont extrêmement élevés. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Ça a toujours été le cas. J'ai même eu mon premier professeur de sciences politiques au Cégep quand il a traité le Sénat de ce que c'est, et je ne veux pas manquer de respect, donc je dis clairement que je cite un de mes professeurs, c'est pas mes mots, mais c'est une maison de retraite glorifiée. Et dans ce cas-ci, pour des gens qui participent qui sont des amis de certains partis politiques au pouvoir. Et étant donné que cette situation, il a aussi mentionné que c'est des gens qui sont très rarement présents au travail. Et pour une institution qui est censée d'appliquer la rigueur et analyser le travail législatif fait par les députés, bien, on se demande pourquoi ça serait logique de leur permettre d'aller se promener partout au pays pour faire des activités partisanes quand, semble-t-il, leur devoir, c'est d'être présent au Sénat et en comité pour faire un travail rigoureux, un travail législatif rigoureux suite
au travail que nous faisions ici à la Chambre des communes en tant que députés élus. Alors ça, c'est les deux mesures qu'on propose et je pense que c'est des mesures extrêmement importantes. Mais pour revenir au point que j'ai dit en entrée de jeu, Monsieur le Président, j'ai parlé de ce que j'ai entendu au cours de l'été. On a été plusieurs députés ici, particulièrement ceux d'entre nous qui sont nouvellement élus ou qui étaient nouvellement élus plutôt en 2011 et qui sont à peu près au mi-chemin de notre mandat, tout dépendant de la date qu'on tombera en élection. Et on a profité de l'occasion, on a profité de l'été pour voir, qu'est-ce que vous pensez de notre travail. On était à mi-mandat, comment vous trouvez ça? Et pour ma part, à Chambly-Bordua, beaucoup de ce que j'entendais, c'est lâchez pas, vous faites du bon travail, mais vous êtes entouré de gens pourris. Et c'est dommage qu'on entend des termes comme ça. Je peux les comprendre, les gens, particulièrement mes concitoyens au Québec. On voit beaucoup de situations difficiles et ça fait en sorte que la classe politique entière se fait rabaisser. Que même pour un jeune député comme moi à 25 ans, qui est seulement dans la joute politique depuis 2 ans et demi, sans compter bien sûr mon temps de militantisme auparavant, même nous, les jeunes députés qui ont certainement pas de squelette dans le placard, on se fait entacher par le mauvais comportement des gens à côté. C'est intéressant parce que la raison que j'en parle, Monsieur le Président, je fais allusion à ma propre expérience, c'est parce que le Sénat est censé, selon la Constitution, selon les définitions académiques et philosophiques même, être une institution, comme je l'ai dit au début, qui est par-dessus tout ça. Et en tant qu'élu, quelqu'un qui arrive ici pour faire une différence, et surtout au début, quand les gens se posaient des questions très légitimes à savoir quelle sorte de rigueur nous, les jeunes députés, allons appliquer, mais de savoir que, si je peux le dire très humblement, je crois que nous avons fait du bon travail, mais de savoir après qu'il y a des gens qui sont nommés au Sénat parce qu'ils sont supposément des grandes personnes qui ont accompli des grandes choses dans leur vie et que tout d'un coup, on les voit se comporter de la façon-là. Je trouve ça honteux, Monsieur le Président. Et c'est gênant d'aller cogner à des portes des citoyens puis de réaliser que la basse opinion que les gens ont sur le travail que nous avons à faire. Alors, au lieu de faire ce que ça devrait faire au Sénat, au lieu d'accomplir leur mission, de nous aider à mieux faire notre travail en appliquant du rigueur, je trouve qu'ils nous nuisent en faisant en sorte que nous devrions perdre notre temps avec des questions de scandale au Sénat. Et là, un membre du gouvernement pourrait me dire, alors si vous trouvez que c'est une perte de temps, pourquoi poser des questions? Monsieur le Président, c'est l'argent des contribuables, c'est une institution supposément de démocratie ici au Parlement. Alors, je pense que c'est de première ordre que nous posons des questions, mais sachez que malgré l'excellent travail du chef de l'opposition officielle en posant ces questions au premier ministre, nous aimerions beaucoup mieux parler de d'autres préoccupations également, mais je pense que nous avons un devoir à attaquer ces enjeux-là de front, parce qu'à la fin de la journée, c'est notre démocratie qui est en jeu. C'est un travail législatif fait par les deux chambres qui est en jeu. Et j'entends beaucoup, et je pense notamment aux collègues conservateurs qui m'ont précédé, beaucoup des questions tournent souvent autour des questions constitutionnelles. C'est les questions du changement qu'on va devoir apporter. Et si on regarde les changements qu'on propose ici, premièrement, je ne crois pas que ça prend un changement profond pour procéder à ces changements-là, les deux mesures qu'on propose aujourd'hui. Et c'est sûr qu'en allant de devant, il y a des changements comme l'abolition, comme on prône au NPD, qui nécessiteront ces changements-là. Mais il ne faut pas avoir peur de ça et je pense que c'est intéressant que c'est souvent un point soulevé par le gouvernement parce que les changements qu'eux-mêmes proposent nécessiteraient des changements constitutionnels. Alors, à quelque part, il faut se nous poser la question si nous avons le courage d'essayer d'attaquer ces problèmes et d'essayer de les régler. Et je pense que nous, on a été très clairs au NPD. Je pense même qu'on agit de façon très responsable quand on regarde la motion qui est devant nous aujourd'hui, parce qu'on est très conscient, comme je l'ai dit, je me répète, Monsieur le Président, mais c'est extrêmement important, on est conscient que ça va être quelque chose qui va se passer à long terme. Mais entre-temps, si on peut agir de façon responsable pour amener des changements qui vont nous aider à limiter les dégâts, si on peut dire ça comme ça, je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut qu'appuyer. Et si on regarde les deux partis qui sont représentés au Sénat, le Parti conservateur et le Parti libéral, on voit que
l'engouement du changement n'est pas là. On voit le Parti libéral qui prône le statu quo et le Parti conservateur qui nous martèle le fait qu'ils veulent qu'on appuie leur réforme. Mais à quelque part, c'est difficile de débattre une réforme qui n'a même pas été présentée, que même quand il a été présenté, il a été retiré. Alors, tant qu'à tourner dans le vent et ne rien faire, nous, on propose des gestes concrets afin de minimiser les dégâts dans les différents scandales auxquels le Sénat peut faire face et, conséquemment, leur donner les outils pour se concentrer sur leur vrai travail qui est de participer dans le processus législatif. Et j'espère qu'en apportant des changements comme ça, que je pourrai continuer à cogner à des portes dans les différentes municipalités à Chambly-Bordua et au moins me sentir un peu moins gêné de faire partie d'une classe politique qui inclut des gens qui, malheureusement, démontrent très peu de respect envers leur mandat, envers le travail qu'ils ont à faire, contrairement à ce que je crois fermement que les collègues de tout parti, pas juste sur NPD, je pense qu'on a tous des bonnes intentions envers nos concitoyens, alors qu'on les démontre, qu'on prenne des gestes concrets pour essayer une fois et pour tous de régler les problèmes auquel le Sénat fait face. Alors, Monsieur le Président, je vois que mon temps est écoulé. Alors, j'invite les questions et les commentaires de mes collègues et je vous remercie pour votre temps. Merci. Question et commentaire. The Honourable Member for Charleswood, St. James, Assiniboia. Thank you, Mr. Speaker, and I listened to the members' comments with interest. The NDP, by advocating abolition, is in fact advocating for the status quo, no changes. And the reason is because it is right now, with the Constitution as it is, it's too difficult to abolish the Senate. Like, is PEI going to give up, or Atlantic Canada going to give up their seats? What is a more practical solution is one that the government introduced, actually when I was Minister for Democratic Reform a few years ago, is term limits, non-renewable term limits. Will the NDP support an initiative like that, non-renewable term limits, say 8 years? La députée de Chambly-Bordua. Monsieur le Président, je crois que mon honorable collègue nous mélange avec l'autre parti d'opposition parce que le seul parti qui propose le statu quo, c'est bien le Parti libéral. Mais nous, pour notre part, au NPD, notre position est claire. C'est l'abolition pure et simple. Et entre-temps, mon collègue parle de la difficulté avec laquelle de réaliser cet objectif. Bien, c'est correct, on n'a pas embarqué en politique pour réaliser des objectifs faciles. Et à la fin de la journée, tout est en étant conscient du défi devant nous pour réaliser ce que nous croyons fermement, selon ce qu'on entend aux portes dans nos différents comtés. Et la priorité des Canadiens, c'est-à-dire, mais une des priorités devrait le dire, c'est-à-dire de se débarrasser du Sénat. Bien, entre-temps, nous proposons des mesures comme aujourd'hui, comme cette motion d'opposition que mon collègue de Toronto, Danforth, a présentée, pour amener du changement entre-temps, pour au moins que, tant et aussi longtemps que le Sénat va exister, ils pourront au moins respecter un peu d'éthique et un peu leur mandat en tant que législateur. Comments. La députée de Saint-Maurice-Champlain. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais demander, mon collègue a affirmé que les sénateurs doivent faire leur travail, c'est-à-dire participer au travail législatif. Comment peut-il se permettre, pour quelle raison affirme-t-il que lors d'un caucus, quel qu'il soit, de quelque parti que ce soit, il n'est pas question de travail législatif? Ils ne peuvent pas travailler dans une bulle fermée sans jamais être au courant de ce qui se passe chez les députés par rapport au travail législatif. Alors, comment peut-il affirmer une chose semblable qui est à peu près... Évidemment, ils n'ont pas de députés, ils n'ont pas de sénateurs dans leur parti. Alors, je ne sais pas comment il fait pour affirmer une telle chose.
de Chambly-Beaudoin. Mais, Monsieur le Président, j'affirme une telle chose parce que le but, l'existence même du Sénat, c'est pour analyser des projets de loi, c'est pour faire une analyse, comme je l'ai dit, l'expression en anglais, la traduction m'échappe, c'est le sober second thought. J'ai beaucoup de difficultés à croire qu'un sénateur puisse faire une analyse rigoureuse et non partisane et sans se faire influencer parce qu'il entend de la stratégie d'un parti, par exemple, qui est au pouvoir en caucus. On est assis en caucus, Monsieur le Président, et on discute quelle est notre approche législative. On parle de quels sont nos objectifs en tant que formation politique pour la législation. Alors, si je suis un sénateur libéral ou conservateur et j'assiste à ces réunions-là, ben, elle dit pourquoi j'appliquerais de la rigueur à mon travail. Je viens d'entendre exactement ce que je devrais faire, alors je vais suivre cette ligne de parti-là. Ils sont supposés de tenir compte de ce que la Chambre des communes fait. Écoutez, des erreurs, ça arrive à tout le monde. Le Sénat est censé être là pour corriger les erreurs. J'ai beaucoup de difficultés à savoir comment ils peuvent corriger les erreurs s'ils sont en train de participer à la formation de ces erreurs en premier lieu.